Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur CNews et sur Europe 1 dans cette édition spéciale de Punchline. La guerre est toujours une mauvaise nouvelle. Celle qui se déroule au Moyen-Orient va avoir un impact direct sur notre économie, à savoir un nouveau choc pétrolier, le 4e choc pétrolier depuis 1973. Vous l'avez constaté, si vous avez fait le plein ce week-end, les prix ont flambé à la pompe. 2,30 € pour le gasoil, parfois 2,50 €. Le gouvernement a beau lancer des contrôles dans 500 stations-service, rien n'y fera. Nous allons payer beaucoup plus cher notre carburant et surtout notre gaz dans les prochaines semaines. Les bourses mondiales plongent dans le rouge, tandis que les taux d'intérêt remontent en flèche, faisant craindre un nouveau pic d'inflation. Et c'est justement pour cela que la République islamique d'Iran lance ses missiles contre les pétromonarchies du Golfe, frappe les infrastructures énergétiques et bloque le détroit d'Ormuz dans un seul but, créer une crise économique mondiale qui fasse reculer Donald Trump. Le pétrole reste l'arme fatale des mollahs dans un monde qui, malgré tous ses efforts en matière de transition énergétique, en dépend encore à 100%. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h. D'abord le rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Félicité Kindoki. Bonsoir Félicité. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Nous ne participons pas à un conflit en cours. Ce sont les mots qu'Emmanuel Macron a donnés dans une allocution dès son arrivée sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il a rappelé la mission de la Marine nationale, protéger la zone, assurer la libre circulation en Méditerranée orientale. Il a réaffirmé préparer une future mission purement défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Un discours qui s'est terminé sous le chant de la Marseillaise. Le président turc a mis en garde l'Iran contre toute action provocatrice après l'interception d'un second missile tiré depuis l'Iran dans l'espace aérien turc. Recep Tayyip Erdogan a dénoncé des actions extrêmement inappropriées malgré ces avertissements qui continuent d'être entreprises et qui pourraient mettre en péril l'amitié de la Turquie envers l'Iran. Et puis la chef de la diplomatie de l'Union européenne a déclaré qu'un cessez-le-feu est la meilleure chance pour éviter le chaos au Liban après les attaques du Hezbollah et les représailles disproportionnées d'Israël qui doivent cesser. Kaja Kallas appelle le Hezbollah à se désarmer et à cesser toute action contre Israël. Dans le même temps, elle a jugé la réponse d'Israël disproportionnée. Merci beaucoup, Félicité Kindoki. 18h, 1 minute et 30 secondes. On est dans cette édition spéciale de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a vécu il y a quelques instants une conférence de presse improvisée d'Emmanuel Macron sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le président était présent à Chypre ce matin pour y prononcer un discours. Il a ensuite été héliporté jusqu'à ce porte-avions où il a passé plusieurs minutes au contact des marins qui sont sur place et en délivrant un certain nombre de messages. On se rendra dans un instant à Chypre rejoindre nos envoyés spéciaux. Mais d'abord, ce qu'a dit Emmanuel Macron, les priorités de la France dans ce moment de grande tension dans la région, où donc nous avons déployé un porte-avions, 8 frégates et 2 porte-hélicoptères amphibies. Écoutez ce qu'a dit le président Macron. La deuxième chose, c'est de protéger aussi nos alliés, nos amis, ceux avec qui nous avons des accords de défense. Depuis le premier jour, on a envoyé des moyens, système Mistral, Rafale, etc. Et c'est important de pouvoir être aussi aux côtés des pays de la région avec lesquels nous avons des accords de défense et qui peuvent être fragilisés par ce qui se passe et de pouvoir opérer l'ensemble de la manœuvre. Et tout particulièrement, le faire pour Chypre, qui sera le début de votre mission. La Languedoc est arrivée il y a quelques jours, le système Mistral aussi, et de le faire pas trop loin du Liban, qui est aussi sous très forte pression. Pour les discours d'Emmanuel Macron il y a quelques instants sur le porte-avions Charles de Gaulle, Maxime Leguet, Jérôme Rampenou, bonsoir. Vous êtes tous les deux nos envoyés spéciaux à Chypre. Ce matin, c'était le même message qu'a martelé le chef de l'État français. La France est là dans une mission défensive, dans une mission pacifique, mais néanmoins, elle démontre sa force et l'ampleur de son dispositif, Maxime. Oui, effectivement, Laurence, et c'est là tout le paradoxe de ce déploiement militaire français qui se fait de plus en plus conséquent dans la région, en mer Méditerranée orientale, évidemment avec ce porte-avions Charles de Gaulle depuis lequel le président de la République s'est exprimé, en mer Rouge aussi avec de nouvelles frégates, et au large du détroit d'Ormuz avec cette volonté du président de la République de mettre en place, le moment venu, une mission défensive pour rouvrir ce fameux
détroit d'Ormuz. Emmanuel Macron qui l'a dit, nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas partie prenante de son conflit, mais nous opérons dans ce cadre. Voilà l'exercice d'équilibrisme périlleux sur lequel Emmanuel Macron tente de marcher, qui rappelle aussi que le rôle de la France est évidemment de protéger ses ressortissants, parce que ce déploiement militaire XXL, c'est aussi une manière de faciliter d'éventuels rapatriements des ressortissants européens et des ressortissants français. Voilà pour le message politico-militaire d'Emmanuel Macron à Chypre et ensuite depuis le porte-avions du Charles de Gaulle dans les eaux territoriales grecques. Merci beaucoup Maxime Leguet. Je reprends nous depuis Chypre. Général Éric Delaprelle, vous êtes avec nous. Bonsoir. Conseiller auprès des forces armées libanaises de 2022 à 2025. Quand le président Macron parle de nos ressortissants, il parle sans doute des ressortissants de la région, mais aussi des ressortissants qui sont actuellement au Liban. C'est bien cela ? Oui, absolument. Ce qui est intéressant, par rapport à ce que j'ai vécu il y a juste un an sur ces affaires d'évacuation de ressortissants, il y a donc 22 000 franco-libanais à Beyrouth, enfin au Liban, en mesure, s'ils en appellent à la France et qu'ils le souhaitent, d'être évacués par ces moyens militaires, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que cette diplomatie qu'on voit là par le porte-avions, par les frégates, etc., elle se joue aussi sur le terrain. Et dans les phases les plus anxiogènes de 2024, je peux vous dire que j'ai des dizaines d'exemples de Libanais qui allaient vers les Français qui étaient là et qui leur disaient « si vous êtes là, c'est que tout va bien ». Et que notre vraie diplomatie, elle est aussi sur le terrain avec les bénévolats, les associations. Je pense au CJC de Saint-Joseph, je pense à plein d'associations que j'ai vues, l'œuvre d'Orient, etc. Des gens extraordinaires et qui disaient « ben non, mais moi je pars pas ». Alors que beaucoup de pays autour partaient. Donc vraiment, l'honneur de la France, c'est qu'une évacuation de ressortissants, à mon sens, c'est vraiment une forme d'échec de notre résilience. Général Delaprelle, on a entendu Emmanuel Macron, on a vu, et je le dis pour nos auditeurs, le président entouré de tous ses militaires dans les entrailles du porte-avions Charles de Gaulle. Il leur a d'abord adressé un message de reconnaissance. Vous dites que c'est important que le chef de l'État se rende auprès des troupes, parce qu'ils étaient déployés effectivement plutôt dans le nord de l'Europe, dans une mission qui était plutôt autour du Groenland ou de Malmö. Et là, ils sont rapatriés en Méditerranée orientale. Donc c'est important qu'ils leur disent d'abord merci pour ce que vous faites. Dans ma carrière, 37 ans de militaire, j'ai souvent eu l'occasion de voir le président de la République, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs. Et à chaque fois que le chef des armées vient, c'est vraiment un honneur parce que c'est la France qui vient aux militaires. Et donc, on a cette sensibilité patriotique qui fait qu'on est très honoré de voir le président de la République. Et je peux vous garantir que là, tous ces marins, ils sont vraiment très honorés d'avoir le chef des armées qui est au milieu d'eux, avec le chef d'état-major des armées et je crois avoir vu le chef d'état-major de la marine. Emmanuel Macron a aussi évoqué le fait que la France opère de façon strictement défensive. Il a absolument exclu le fait que nous pourrions passer à l'offensive. On l'écoute et je vous passe la parole, Louis Dragnel. Aujourd'hui, je veux dire aux Français que la France, dans ce grand désordre de la région, opère avec calme, méthode, au service de la protection de ses ressortissants, en partenariat avec ses alliés et de manière strictement défensive, et au service de la liberté de circulation pour défendre au fond nos intérêts propres, nos ressortissants, notre sécurité et l'accès aux ressources dont on a besoin et l'économie mondiale, et puis pour être à la hauteur de nos responsabilités, c'est-à-dire aux côtés de nos partenaires et de ceux avec qui on a des accords de défense. La France n'a pas déclenché ce conflit, elle n'y est pas partie prenante. Mais nous agissons là comme puissance de paix, puissance d'équilibre. On défend les nôtres, on est aux côtés de nos amis. Voilà le cadre strict dans lequel nous opérons aujourd'hui. Voilà pour Emmanuel Macron. Louis de Ragnel, le message du chef de l'État est simple, c'est que la puissance militaire française est incontournable dans la région. On voit qu'il n'y a pas d'autre puissance militaire, évidemment, à part celle des Américains et des Israéliens. Et il y a un message d'équilibre qu'il est en train de faire passer et de cohésion des Européens. Absolument. Et alors, il y a un message adressé aux Européens pour montrer que la France est en pilote sur cette mission, ce qui est factuellement est vrai. Et puis, il y a un message aussi adressé aux Américains en expliquant nous aussi, on est capable, dans cette zone-là, d'assurer des missions de police de la mer et de respect de nos accords bilatéraux qu'on a avec un certain nombre de pays en matière d'armement et de soutien en matière de défense. Et puis pour terminer, il y a un message qui est adressé aussi indirectement au régime iranien. Il leur explique très clairement, on ne vous tirera pas dessus, on ne vous attaquera pas.
Nous, voilà, on est simplement là pour assurer la sécurité en mer et puis éventuellement être prêt à faire des évacuations sanitaires, comme l'expliquait le général tout à l'heure. Très clairement, quand on voit, il y a des types de bateaux qui sont employés qui, dans ce cas de figure, peuvent avoir toute leur utilité dans les évacuations sanitaires. Les 2 porte-hélicoptères, typiquement, autant les frégates n'ont pas beaucoup d'utilité opérationnelle, ne peuvent pas accueillir à bord des gens en grand nombre, ne peuvent pas les prendre en charge pour les soigner. En revanche, typiquement, un porte-hélicoptère peut permettre, et ça a été vu au large d'Haïti, ça a été vu au large de Gaza, ça a été vu même au moment de l'explosion du port de Beyrouth au Liban, ça peut servir en fait pour récupérer, prendre en charge les personnes qui sont dans des situations de détresse humanitaire et de santé, les soigner et ensuite organiser des sortes de ponts aériens pour envoyer ces personnes-là vers des hôpitaux de pays qui ne sont pas impactés par le conflit. Donc clairement, il y a ces 2 vocations très claires qui sont affirmées. La présence de la France dans ces missions de police en mer pour la libre circulation et la possibilité de faire des évacuations de ressortissants si la situation le nécessite. On va parler dans un instant de la question de l'énergie, du pétrole, du gaz avec vous, Nicolas Meillan, vous êtes spécialiste en énergie. Encore un mot sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu de la part du président Macron, Rachel Kahn, qui est avec nous, bonsoir. C'est un message d'équilibre, je dirais, et d'apaisement qu'envoie le président Macron dans une région ô combien tourmentée et dont il dit qu'il y a très peu de chances que tout cela se termine dans les jours, voire les semaines à venir. Oui, c'est vrai que c'est un message d'équilibre, d'apaisement. Après, du discours au réel, c'est extrêmement compliqué parce qu'on parlait tout à l'heure des ressortissants et c'était son premier mot pour protéger nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Mais vous disiez qu'il y avait environ 20 000 Français au Liban. Il y en a 100 000 et voire plus en Israël, par exemple. Donc c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibrisme pour maintenir la paix avec des compatriotes français qui sont dans des enjeux aussi complètement différents et des vies qui sont différentes. Et équilibrisme, vous reprendriez ce terme ? Moi, je ne trouve pas. Je trouve que la position de la France est équilibrée. Oui, équilibré, mais je suis d'accord avec Rachel, c'est-à-dire que le Liban est dans une situation apocalyptique, il ne faut jamais l'oublier. Le général tout à l'heure parlait de dialogue et il fallait savoir dialoguer au Liban, vous avez tout à fait raison. J'espère que depuis quelques années, le président de la République a appris à dialoguer au Liban, parce que je me souviens de son arrivée 15 jours ou 3 semaines après l'explosion dramatique du port de Beyrouth, qui a endeuillé non seulement Beyrouth, mais tout le Liban. Il avait donné 15 jours, 3 semaines à l'époque pour que les autorités politiques trouvent un président de la République. Ça, c'était pas vraiment dans le dialogue et c'était pas vraiment, à mon sens, la connaissance du Liban tel qu'il fonctionnait. Bon, depuis, le nouveau président Joseph Aoun est dans une situation aussi terrifiante. Le Hezbollah a pratiquement pris tous les pouvoirs. Ce groupe terroriste a pratiquement pris tous les pouvoirs au Liban. On oublie qu'il y a 13 députés directement affiliés du Hezbollah à l'Assemblée nationale, que le groupe Amal, qui est un groupe chiite extrémiste aussi, en a 15 de plus, qu'il y a des ministres Hezbollah dans le gouvernement de M. Aoun. Donc bien sûr qu'il demande l'aide, notamment humanitaire, de la France, mais il faudrait peut-être que le président du Liban commence aussi par faire un peu le ménage, si j'ose dire. J'ai vu que les élections, et c'est bien normal, législatives allaient être reportées de 2 ans au Liban. Donc en fait, il demande un appui, mais en fait le Hezbollah a tellement gangréné, a tellement fissuré, fracturé ce pays. Enfin, c'est la première fois qu'on entend ce type de discours dans la part de la part des autorités libanaises. Mais si vous voulez, l'urgence pour le Liban, c'est que le Liban ne disparaisse pas. Or, il y a un vrai risque en fonction de ce qui va se passer. Attendez, général, je vous passe la parole, Joseph, parce que vous connaissez bien le Liban, vous y avez été stationné 3 ans. Les 3 années que j'ai passées au Liban, j'ai vraiment observé une évolution. Quand je suis arrivé, j'ai vu ce que vous disiez. C'est-à-dire effectivement un Hezbollah extrêmement puissant. Et d'ailleurs, à un moment, je me disais, quand je voyais les couleurs qui montaient le lundi matin et ces centaines de militaires libanais, tous en treillis, donc l'uniformisation de la multiconfession, je me disais, qu'est-ce qui fait Liban ? Et quand je discutais avec eux, je comprenais que ce qui les réunissait, c'est que l'ennemi est au sud. Ils se fédéraient tous un ennemi. Très honnêtement, avec la guerre de 2024, de plus en plus, les Libanais, beaucoup de Libanais me disaient, il y en a ras-le-bol du Hezbollah, Israël fait le boulot. Et quand je suis parti, j'avais vraiment ce sentiment, au contraire d'un Hezbollah de plus en plus faible, d'un aéroport par exemple qui était tenu par le Hezbollah qui ne l'est plus, beaucoup de contrôle à l'aéroport, de flux financiers qui n'arrivent plus, et vraiment de gens qui commencent à dire le Liban, c'est pas le Hezbollah, et le Hezbollah, c'est pas le Liban, et il faut bien dissocier les deux.
Et le général Aoun, rendons-lui grâce, moi je le connais bien, j'ai bossé avec lui quand il était chef d'état-major des armées, il est adoré des militaires libanais, il est devenu président, c'est vraiment un gars qui fait tout ce qu'il peut pour sortir le Liban de cette logique gangrénée du Hezbollah, et vraiment je vous l'assure, c'est-à-dire que, et c'est là où c'est équilibré et équilibriste, parce que la France, elle est à se dire, évidemment, il faut qu'on aide cette population, il faut qu'on aide ce Liban à s'en sortir. Si on a 2 minutes d'ici la fin, j'aimerais bien vous parler de l'armée libanaise. Parce qu'on nous dit pourquoi l'armée libanaise ne lutte pas contre le Hezbollah. Mais quand vous êtes payé $700 parce que vous êtes général, $200 parce que vous êtes sergent, et que vous survivez, et que votre logique c'est de nourrir votre famille, quand vous devez lutter contre les factions pro-iraniennes qui sont en Syrie... Et qui sont surarmées. Et qui sont surarmées. Quand vous devez lutter contre le trafic, parce que le Liban est en passe de devenir un narco-État, quand vous devez lutter parce qu'il y a des conflits de voisinage dans les confessions. Mais nos militaires libanais, ces 80 000 militaires libanais, ils sont admirables. Et en plus, on leur dit maintenant, il faut aller désarmer le Hezbollah. Et je termine en vous disant, à un moment, on m'a dit quel est le lien entre le Hezbollah et l'armée libanaise. Eh bien, l'affaire des beepers était intéressante. Le lendemain des beepers, je suis arrivé... Opération israélienne qui a décimé l'état-major du Hezbollah. Et au moment où il s'est arrivé, je me suis dit, combien de militaires libanais, demain, je vais trouver, soit pas là, soit avec des problèmes d'yeux ou de mains. Eh bien, j'en ai pas vu. Eh bien, formidable. J'en ai pas vu. Donc, voilà. C'est pour ça que, là, le message que je passe à la France, moi, c'est aidons encore plus nos militaires libanais. Il y a 5 coopérants militaires français au Liban. Ils ont besoin de plus de moyens pour aider l'armée libanaise. Je crois que c'est ce qu'a dit aussi le président Macron. Joseph Massescaron, votre analyse? Alors, je me suis rendu souvent au Liban. Je peux dire que j'ai connu l'époque dont le général parlait, où c'était... c'était maronite contre maronite, sunnite contre sunnite, chiite contre chiite. Ça, on le sait, il y avait des milices. La milice de Samir Djadja était plus importante que celle de l'armée libanaise. Maintenant, si on revient sur cette question, juste sur cette question libanaise, moi, ce qui me frappe, je crois qu'il faut faire très attention à ça. Lorsque les Iraniens sont descendus dans la rue, beaucoup de personnes, beaucoup d'éditorialistes ont dit « Oh, ils redescendent encore une fois dans la rue, rien ne va se passer ». Quand les Libanais, le gouvernement libanais a dit, et d'une manière spectaculaire, ça a été relevé par l'Orient le jour, là, cette fois, nous en avons assez. Beaucoup d'éditorialistes, encore une fois, ont dit « Oh, allez, ils recommencent ». Je voudrais juste dire que l'ordre du monde aujourd'hui est changeante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un signe noir par couvée, mais ce sont des couvées de signes noirs. Donc à chaque fois dire, attendez, dans le passé, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, il s'est passé l'Afghanistan, il s'est passé le Vietnam du Nord, tout ça, franchement, il faut revoir nos classiques. 18h16, on est en direct dans cette édition spéciale CNews et Europe 1. Mesurons maintenant l'impact que cette guerre, ce conflit au Moyen-Orient a d'ores et déjà sur notre économie, sur le prix des carburants, demain sur les factures de gaz. Le président Macron l'a évoqué. Il y a un impact extrêmement important, un choc pétrolier. Ça pourrait être le 4e choc pétrolier que nous sommes en train de vivre depuis 1973. On va commencer par se diriger vers les stations-service. Vous avez sans doute fait le plan ce week-end. Vous avez vu les prix délirants, notamment du gasoil, 2,30, 2,50 dans certaines stations. Manon Varaldo et Audrey Legret, vous vous trouvez dans une station-service à Issy-les-Moulineaux. Bonsoir à toutes les deux. D'abord, quels sont les prix qui s'affichent derrière vous et comment réagissent les automobilistes ? Presque 2 € le litre pour du diesel. C'est ce que l'on constate dans cette station à Issy-les-Moulineaux. Pour de l'essence, il faut compter 1,94 € et pour du samplon, 1,86 €. Cette augmentation inquiète les automobilistes, notamment les travailleurs, notamment les infirmières, ceux qui se déplacent sur les routes. L'augmentation des prix des carburants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient inquiète donc tous ces travailleurs. Certains constatent une différence de prix de 15 € au quotidien. C'est considérable pour certaines familles. Le prix ne finit plus de grimper. Le prix de l'or noir est passé à 100 $. C'est une première depuis 2022. Merci beaucoup Manon Varaldo, Audrey Legret depuis une station-service. On écoute juste la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui s'est déplacée évidemment dans une station-service. Et je passe la parole à Nicolas Meillan. Tout est sur la table. Pour autant, nous, on n'est par exemple pas favorable à la proposition de la France Insoumise qui consiste à aller vers un blocage des prix parce qu'on est dans une économie de marché et qu'aller vers un blocage des prix, ça vous emmène nécessairement à une pénurie qui impacte les consommateurs. Mais il y a évidemment des moyens de sanction. Nous ne souhaitons pas en arriver là.
Nous souhaitons protéger les Français, c'est la priorité du président de la République. La priorité du président de la République, c'est la protection des Français. Il l'a toujours montré face aux différentes crises qu'on a traversées depuis 8 ans. Il a engagé une initiative sur le détroit d'Ormuz, vous l'avez vu il y a quelques jours de cela. Il a évoqué ce matin la possibilité d'avoir recours aux stocks stratégiques avec une coopération internationale. Et le gouvernement, de son côté, mène le combat sur le plan national parce qu'encore une fois, on est tous dans le même bateau. Et à la fin, l'objectif, c'est vraiment la protection des Français et du consommateur. Voilà pour Maude Bréjon. Nicolas Meillan, vous êtes spécialiste de l'énergie. Est-ce que ces prix qui sont en train de flamber à la pompe vont continuer à le faire? Et jusqu'à quel seuil, jusqu'à quel niveau on peut arriver? Alors malheureusement, pour l'instant, c'est bien parti. Alors, c'est intéressant d'entendre la porte-parole du gouvernement dire que la France a lancé une initiative sur le détroit d'Ormuz, puisque quand on écoute le président de la République, on a l'impression que ce n'est pas exactement pour tout de suite non plus. Le détroit d'Ormuz, c'est le cœur de l'économie mondiale. Là, l'économie mondiale est en arrêt cardiaque. Il y a un caillot, le sang ne circule plus. Donc si le caillot, on arrive à le débloquer dans les 1-2 semaines qui viennent, on va pouvoir, après quelques mois d'inflation, entre guillemets, s'en remettre. Mais si ça dure dans le mois d'avril, ça va être compliqué. Là, on peut monter à combien, Nicolas Meillan? Là, je vous dis, dans certaines stations, on était à 2,30 sur le gazole. Hein. Là, je pense qu'il y a déjà des stations qui ne doivent pas être très loin des 2,50 €. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent, puisque Total s'est engagé à bloquer les prix à 1,99 €. Donc, si vous roulez à l'essence, faites des pleins au SP98, puisque vous consommez 10% de moins qu'avec le SP95 et ça va coûter le même prix. Donc déjà, vous ferez des économies et vous serez à moins de 2 €. Mais là, on peut très facilement aller franchir 2,50 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, le prix du carburant, là, bien sûr, on l'a vu à l'instant dans le graphique. D'abord, quand on fait le plein d'essence, on fait d'abord le plein de taxes, bien sûr. Mais il y a combien de taxes sur on est à 60%? Sur plus de la moitié, comme vous le voyez ici. Voilà, on est taxe sur le prix du litre. 60%, sachant qu'il faut compter aussi, vous savez, les taxes ont augmenté au 1er janvier avec les certificats d'économie d'énergie, puisqu'on a eu 5 centimes en plus qui sont rajoutés et qui apparaissent ici d'ailleurs dans ce qu'on appelle le coût de la distribution. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez, on n'arrivait pas après le conflit en Ukraine, après l'Europe qui est un continent qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, mais qui se permet de se passer de l'énergie. Il y a l'énergie nucléaire. Qui a l'énergie nucléaire pour l'électricité, mais si vous voulez, le vrai problème, par exemple, la semaine dernière, le litre d'essence a augmenté de 10 centimes, le litre de diesel a augmenté de 25 centimes. Pourquoi une telle différence? Parce qu'en fait, avec la Russie, le fait que l'Union européenne a interdit d'acheter du carburant et du pétrole en Russie, la Russie produisait beaucoup de diesel et donc on a une très très grosse tension sur le diesel. Donc le fait qu'on arrive à 2,50 € sur le diesel rapidement est plus que probable. Est-ce qu'on peut parler d'un choc pétrolier ou pas, Nicolas Meillan? Parce qu'on en a eu en 73, en 79. Quand on bloque le détroit d'Ormuz, si ça dure plusieurs semaines, ce sera sans aucun problème un énorme choc pétrolier. Mais ce qu'il faut aussi rappeler à nos auditeurs, c'est que, si vous voulez, le pétrole, ça permet de faire rouler nos voitures. Mais pas seulement. Ça fait toute l'économie mondiale. Tout tourne autour du pétrole. Tout autour du pétrole. Si on prend le gaz aussi, qui est aussi bloqué, 20% du gaz qui passe par le détroit d'Ormuz, le gaz, je le rappelle, c'est comme ça qu'on fabrique des engrais. Un tiers des engrais mondiaux passent par le détroit d'Ormuz. Si l'engrais ne peut plus circuler, vous ne pouvez plus planter, vous allez avoir une augmentation très forte des prix de la nourriture, du blé. Et qu'est-ce qui se passe quand ça augmente? Il se passe ce qui s'est passé en 2011, c'est-à-dire vous avez les printemps arabes, il y a un certain nombre de pays qui tombent comme des dominos. Donc là, on s'oriente, si vous voulez, un bis repetita, puisque nos dirigeants, si vous voulez, auraient dû tout faire, à mon avis, soit pour anticiper et éviter cette guerre en Ukraine, soit pour la régler et pas la faire durer. C'est qu'on se oriente vers une nouvelle crise de l'inflation, parce que le domino, c'est quoi? Vous avez le prix du pétrole qui augmente, donc le pouvoir d'achat des gens qui diminue, donc les gens achètent moins, les gens consomment moins, les entreprises ont leur chiffre d'affaires qui diminue, elles ont en même temps leur coût qui augmente. Si vous avez de l'inflation, qu'est-ce qui se passe? Les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, et donc les entreprises peuvent moins se financer, et donc vous avez tout est réuni pour se faire une nouvelle crise de l'inflation. 18h23, on est en direct sur CNews et Europe 1. Comment faire baisser les prix à la pompe ou comment au moins protéger un peu le pouvoir d'achat des Français? Félix Pérolas nous a rejoint. Bonsoir Félix. Alors il y a plusieurs propositions qui émanent des partis politiques, allant de la TVA au plafonnement des prix. Expliquez-nous quelles sont les options qui sont sur la table. Bonsoir. Oui Laurence, deux principales solutions pour éviter justement cette hausse. D'un côté, réduire la TVA sur
les carburants et de l'autre, le blocage des prix des carburants. Je vous propose de voir ces propositions dans le détail. La première, c'est celle du Rassemblement national. Elle consiste à baisser la TVA de 20%, à la réduire à 5,5% sur les carburants et de baisser l'accise sur les produits pétroliers qu'on appelle la TICPE. La deuxième proposition, c'est celle de la France insoumise qui consiste à bloquer les prix du carburant. C'est une disposition qui a déjà été utilisée en juillet 2020, vous vous en souvenez, pendant la crise sanitaire où le gouvernement avait décidé de plafonner le prix des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique. Mais pour le moment, le gouvernement dit qu'il est trop tôt pour parler de nouvelles aides à l'achat des carburants. Il a donc adopté un plan exceptionnel de 500 contrôles dans les stations-service. Ces contrôles, ils sont effectués par la répression des fraudes. Ils seront effectués entre lundi et mercredi pour éviter les hausses abusives des prix à la pompe. Merci beaucoup, Félix Perolaz. Le Premier ministre hongrois annonce plafonner les prix des carburants. Éric Revel, on a pas mal de solutions qui sont sur la table. Est-ce qu'il y en a une qui va permettre d'épargner le porte-monnaie des Français ou pas? Écoutez, non, je ne crois pas. Je crois qu'au final, c'est nous qui allons payer, oui, comme ça, on dit. On le sait. Si vous voulez, baisser le taux de TVA, qui rapporte de l'argent à l'État, parce qu'une TVA à 20% sur un prix à la pompe qui augmente, c'est plus de recettes fiscales pour l'État. Il ne faut jamais l'oublier. Ça a été chiffré. C'est à peu près 900 millions à 1 milliard en année pleine de recettes supplémentaires. Mais si vous passez votre TVA sur le prix de l'essence de 20%, ce qui est actuellement à 5,5, c'est-à-dire le taux de TVA sur les produits de première nécessité. En fait, ça coûte entre 12 et 17 milliards d'euros. Allez, M. Bardella a dit 12 et Mme Bréjon a dit 17 milliards. Et mais bloquer les prix, comme propose la France Insoumise, ça coûterait combien? Bloquer les prix, ça coûte aussi beaucoup d'argent en réalité, pour une raison très simple, c'est que quand vous essayez de décaler... Elle dit que ça créerait de la pénurie, je ne vois pas pourquoi. Si on bloque les prix, oui, voilà. Ben si, parce que je pense que les gens vont se ruer pour faire des pleins si les prix sont pas fidèles au marché. Oui, mais ils sont pas bloqués éternellement. Ensuite, vous avez en fait la pénurie, elle est organisée. Alors il y a un sujet quand même qui n'a pas été abordé, qui est quand même central, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est les stocks stratégiques. On a 3 mois, en gros, comme tous les pays de l'OCDE. On n'a jamais attaqué nos stocks stratégiques. Alors on les a jamais attaqués. Bon, là, si vous voulez, il faut quand même aussi rassurer les gens. Il y a quand même des gens qui se sucrent. Moi, les distributeurs et les raffineurs se renvoient la balle. Il faut expliquer pourquoi certains ont anticipé avec des coûts de 10-15% à la pompe, alors que l'augmentation du prix du baril n'était même pas encore dans les cours du prix de l'essence à la pompe. Non, il faut quand même qu'on nous explique. Mais les stocks stratégiques, pourquoi ne pas les utiliser? Parce que ça s'appelle justement des stocks stratégiques. Bah oui, mais d'accord, mais ils servent à quoi? Que ça tienne sur la durée, mon cher Revel. 3 mois. Dernier mot, Nicolas Meillan. Vraiment, on voit qu'on parle du pétrole beaucoup, du prix du carburant. Le gaz, la facture de gaz, elle va... Alors, Dieu merci, on va vers les beaux jours, mais néanmoins, pour les entreprises et pour certains particuliers, ça va être très compliqué. Elle va augmenter de façon très importante. Effectivement, les prix étaient redevenus à des niveaux assez faibles, 30 euros du mégawattheure. Là, aujourd'hui, on a un doublement à 60. On est encore sur des niveaux, entre guillemets, si on se compare à la crise de 2022, souvenez-vous, on était monté à l'août 2022 à 300 euros du mégawattheure. Donc, entre guillemets, on a encore un petit peu de marge. Mais au-delà donc sur le prix, c'est rassurant. Et si on regarde maintenant le prix de l'électricité, parce que c'est aussi important pour les Français, vous vous souvenez, le prix du gaz peut avoir un impact sur le prix de l'électricité. Aujourd'hui, on était aussi à des niveaux encore très faibles parce qu'on est en surproduction. On a beaucoup de panneaux solaires, on a beaucoup d'éoliennes. Donc on est à 50 euros du mégawattheure. Donc on est encore sous les coûts d'EDF, qui sont plutôt à 60. Donc pour l'instant, entre guillemets, sur ces deux plans-là, ça se passe plutôt bien. Le vrai souci, c'est vraiment le prix du carburant parce que, une fois de plus, on a fait le choix de se passer, que ce soit sur le pétrole ou le gaz, de l'énergie russe, qui était notre principal partenaire. Et je pense qu'on va le payer. D'ailleurs, Vladimir Poutine s'en est presque amusé, puisque... il nous propose même, je crois, de nous fournir des hydrocarbures. Non, de nous aider. Il nous propose de nous aider à se passer de son gaz. Il nous propose de fournir les pays européens en hydrocarbures s'ils font la demande. Ironie de l'histoire. Dernier mot, général. Non, si vous me permettez juste, moi je dois aussi avoir une pensée, parce que là on voit on focus sur la France et c'est bien normal. Vous imaginez nos amis libanais qui sont sur la route, là, qui sont partis du sud, qui remontent au nord, qui vivent dans leur voiture. Vous avez raison. Il fait froid. C'est le carburant qui conditionne leur vie aujourd'hui. Ça monte aussi pour eux. Bien sûr, vous avez